Contrairement à ce qu'on croit, la domination occidentale sur l'Afrique n'est pas seulement que militaire et économique, elle est surtout intellectuelle. Et d'ailleurs, quand on a commencé la traite négrière vers le 15e, 16e siècle, c'est un pape de l'Église catholique, le pape Tommaso, qui a fait une bulle papale pour dire « vous les Blancs chrétiens, allez asservir les nègres ». C'est écrit, allez asservir les nègres de façon pérenne. Le nègre reste un esclave, il doit les rester. Et un siècle plus tard, c'est le roi français, Louis XIV, qui va édicter ce qu'on appelle le Code noir, c'est-à-dire le document de la mise en œuvre, n'est-ce pas, de la traite et de la colonisation. Et dans ces documents-là, il dit l'homme noir est un meuble, c'est-à-dire interchangeable, convoyable à souhait. Et ce document a été fait par Colbert, le ministre des Finances de la France. Donc, ce sont des élites françaises, des élites occidentales qui ont fait ce travail-là. Et quand nous en citons, comme je viens de le dire, c'est Voltaire. J'en cite encore quelques-uns. C'est Cuvier, un biologiste. D'ailleurs, toutes les sciences européennes qui sont nées en cette période sont nées juste pour asservir les Noirs. Cuvier, dont on parle ici, le père de la biologie française, avait gardé dans son laboratoire une femme africaine, Swatché, pour démontrer que toute l'intelligence africaine ne se situe qu'au niveau du sexe. Vous avez Gobineau, vous avez Lévi-Brul en France, vous avez David Hume, Kant, vous avez Hegel. Donc ce sont des gens qui sont étudiés à nos universités et ce sont ces gens-là, nous faisons beaucoup de thèses là-dessus. Pour vous dire que même aujourd'hui, au moment où nous parlons, cette culture de domination intellectuelle continue à travers ce qu'on appelle les africanistes. Vous savez, dans les universités occidentales, il y a des gens qui sont payés grassement pour faire des thèses sur l'Afrique, pour écrire sur l'Afrique, pour commenter les statistiques africaines. On les appelle les africanistes. Ils écrivent l'histoire africaine à notre lieu et place. Et chaque fois que nous voulons discuter avec eux, ils viennent ici, nous imposent des programmes dans nos universités. Ce faisant, nous perdons la main sur la transmission des connaissances sur nos propres enfants. L'Occident a mis en place des structures, des universitaires qui ne fonctionnent que pour dire du mal des Africains, pour écrire l'histoire pour nous dérouter. On les appelle les africanistes. Ils sont nombreux. Vous savez, quand en 1950, Cheikh Anta veut faire sa thèse à la Sorbonne, mais ce sont les Balanguiers ici. Balanguiers que vous lisez tous ici, l'Afrique, tout ça. Ce sont des Balanguiers qui se sont opposés à la défense de cette thèse. Balanguier était n'est-ce pas, dans les jurys. Ils ont dit, vous voulez, parce que la thèse était intitulée « Qu'étaient les Égyptiens prédynastiques ». Ce sont des Balanguiers ici, que vous lisez tous ici, qui ont dit non, on ne peut pas présenter une telle thèse. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ils ne nous ont même pas donné l'occasion de la présenter. De toute façon, il ne faut pas être impressionné. Il faut cesser d'être, même si on lit leurs livres, hein, même bon, coupons la poire en deux, lisons leurs bouquins, tout sur l'Afrique, d'accord. Mais il faut peut-être impressionné. Tout est faux dedans, d'un bout à l'autre. Donc, les livres là, bon, je ne veux pas les nommer, vous les connaissez, mais lisez parce qu'ils sont au programme, achetez parce que c'est l'environnement, mais je vous garantis qu'il n'y a aucune parcelle de vérité dedans. Tous les livres africanistes écrits par des africanistes français, italiens, portugais, espagnols, anglais, c'est faux d'un bout à l'autre. C'est du mensonge. Ce sont des crétois, c'est-à-dire des menteurs qui savent qu'ils mentent, mais ils mentent quand même. C'est ça un crétois. Ils sont tous crétois. Ils mentent. C'est-moi quelqu'un qui dit que, voilà, mais sur l'Égypte, le cas est bien précis. Sur l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, qui était africaine et nègre. Cette Égypte n'est même pas en Afrique. Elle est méditerranéenne, elle est au Proche-Orient. C'est des choses qui valent même pas un sou. Et qu'ils étaient bruns, les femmes étaient jaunes, et les autres étaient en rouge, et que n'importe quoi. Même quand l'ADN dit ceci, même quand la biologie moléculaire dit ceci, même quand les témoignages anciens disent ceci. Et voilà. Mais c'est faux, mais c'est la falsification de l'histoire. Moi, je ne sais pas pourquoi on lirait leurs bouquins.
Tout cela, sans jeu de mots, c'est fait avec la bénédiction des religions. Il fallait les convertir. Jusqu'à la Bible. Absolument. Jusqu'à la Bible. Et plus tard, il s'est agi d'aller convertir les sauvages. Et sans doute, dans tous les catéchismes de France et de Navarre, cela a contribué à inculquer cet esprit finalement difficile dans les cervelles. Le livre fondamental qui a un peu retourné toutes les consciences les plus réactionnaires et qui a fossilisé l'idée de race, c'est quand même Gobineau qui, au 19e siècle, a classifié les races et surtout les a hiérarchisées. Et c'était très utile. Il fallait réhabiliter l'esclavage. Il fallait se dire que... C'est très utile pour les politiques qui voulaient le pouvoir. C'est très utile de dire que le noir descende de son cocotier et qu'il est proche de l'animal, qu'il n'ait pas évolué, comme disait François. C'était vraiment très, très pratique. Et quand ils vont... toute la clique de Napoléon se retrouve en Égypte. En Égypte, il y a ce magnifique sphinx que l'on voit. Et puis il y a Volney, qui est un grand intellectuel de l'époque, qui regarde le sphinx et qui se dit... c'est pas une tête d'arabe, ça, le sphinx. Les pommettes hautes, la bouche épatée comme ça. Enfin, il y a quelque chose de négroïde dans le sphinx. Et évidemment, tout ça, ça a été étouffé. C'est dans ses écrits. Volney dit, le sphinx est noir. Enfin, le sphinx est plus proche du noir que de l'arabe. C'est ce qui est logique, puisque les arabes sont venus largement après la fin de l'Empire égyptien. Oui, mais il y a quand même une confusion, parce qu'en Égypte, du nord au sud, vous avez au sud des Noirs et au nord. Bien sûr, mais vraisemblablement, c'est de par la Tanzanie que c'est parti, puisqu'ils ont simplement suivi le Nil, mais les premières dynasties, 5e dynastie, des grandes constructions géantes, ce qui fascinait Napoléon à l'époque, il se trouve que c'était peut-être des gens, mais en tout cas noirs de peau, et à l'époque, le noir de peau posait problème. C'est tellement tabou ce que je vous dis là, c'est tellement hallucinant de se dire que peut-être que la civilisation, le début de la civilisation égyptienne pharaonique, ce qui nous émerveille tant, a été bâti par des hommes qui avaient un taux de mélanine assez élevé, qu'il y a même une science qui s'est constituée, qu'on appelle les africanistes, qui existent encore aujourd'hui. Quand vous allez au Louvre, vous avez affaire à des africanistes. C'est quoi les africanistes? Ce sont des blancs spécialisés des noirs, spécialisés de l'Afrique, et qui nous disent à longueur de page, oui, mais c'était pas trop des noirs, non. Parce que dans les années 30, on pensait que c'était évidemment des caucasiens qui avaient créé l'Empire égyptien, puis qui étaient repartis dans le nord. C'était tellement merveilleux, ça ne pouvait pas être des noirs, on était en pleine traite négrière. Vous voyez, là, on est vraiment dans un conflit où le Maurras est totalement instrumentalisé. Voilà pourquoi c'est piégé. Voilà pourquoi il faut mettre des pincettes et essayer de trouver, d'inventer des nouveaux mots. Et là, le philosophe peut s'associer aux scientifiques pour qu'on crée des mots faciles plutôt que faire des périphrases en disant génotype différent, etc. Il y a peut-être des nouveaux mots. Il y a ethnie qui est très à la mode. Ethnie aussi pose d'autres problèmes. C'est que au moment où l'impérialisme, n'est-ce pas, atteint son apogée en quelque sorte, dans l'état moderne, en tout cas au 19e siècle, au début du 19e siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. C'est que l'Occident, qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire, aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Donc, la communauté des savants s'est scindée en deux groupes. Les savants de bonne foi qui ont eu le courage de regarder la vérité en face et de dire aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Pourtant, c'est cela. Et Volney faisait partie de ces savants. Il était contemporain de Napoléon Volney. C'est un savant du 18e siècle, 19e siècle, qui a voyagé beaucoup et qui est contemporain de Napoléon. Il faisait partie de ceux qui avaient le courage d'exprimer cette idée. Et ensuite, toute la lignée presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces égyptologues aussi, il y a eu une tendance beaucoup plus modérée qui a essayé d'exprimer une vérité plus ou moins fardée. Voilà. Donc, c'est comme ça, de falsification en falsification, qu'on en est arrivé à dire que l'Égypte est un accident géographique en Afrique. Et quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, c'est pas l'Orient, c'est l'Afrique. L'orientalisme est une frustration, c'est une falsification. Cette affaire du colloque du Caire, on est sorti victorieux. Vous lisez les résultats du Caire, à tous les points de vue.
race, langue, culture. L'Égyptien ancien, les Sonerons, le clan, tout le monde a dit que c'était comme ça. Les actes sont publiés par l'UNESCO. Mais, comme ils veulent toujours croire qu'ils ont toujours raison, ils ont écrit un livre avec les Fauvel, là, les Vernus, les Africains, je ne sais pas quoi, de l'Égypte aux Amériques, un truc comme ça, là, chez Cartala. Pour canarder chez Kandia Diop, peut me canarder. Et ils étaient 19 dans leur livre, là. Ils ont vraiment injurié les gens, quoi, qu'on ne vaut rien, que ça ne vaut rien, etc., etc. Et rien, quoi. On fait de les devinettes, qu'il faut la vraie science. Bon. Comme c'est la polémique, j'ai polémiqué pour les autres, là. Mais surtout pour il y avait 2 égyptologues. Là, je n'ai pas polémiqué. Lui, je l'ai analysé presque point par point ce qu'il raconte. Le résultat que j'ai écrit que lui, il est un menteur scientifique, un menteur. Parce que ce qu'il raconte, nulle part, s'il est capable, il n'a qu'à me donner le texte égyptien qui dit ce qu'il dit. Il a fabriqué ça, et c'est mal fabriqué même. Il n'a qu'à produire, il n'y a pas de texte, il ment. Moi, ce que je dis là, sur ça, ce mot égyptien, voici le texte. Il n'a qu'à aller à Luxor, in situ, à Luxor, à l'entrée, à droite. Il y a un colosse assis de Ramsès. Au dos de ce colosse, il y a un texte hiéroglyphique laissé par les Égyptiens eux-mêmes. Il n'a qu'à lire ce texte, c'est ce texte qui est ma référence. Et voilà, c'est ce texte que je traduis, que j'emploie, le mot que j'emploie. Lui, quel est son texte? Il ment, c'est un menteur. Alors, comment un conservateur du Louvre, un égyptologue conservateur du Louvre, il peut mentir? Donc, ce gars, non seulement il a une mauvaise foi, mais c'est un gros menteur en plus. Alors, et puis, ce qu'il dit, ça n'a ni queue ni tête. Je l'ai ramassé, ils disent, oui, Obenga, il est toujours d'une violence raciste. Il est très raciste. Bon, quand l'égyptologue, là, lui, il était superbe. Moi, je ne fais pas comme les autres. Les autres, ça dit chacun moi, quoi, font, ils jouent, etc. Il a fait comme une récréation, quoi. Je l'ai dit que même un garçon qui a 3 mois ou 3 jours de linguistique ne peut pas faire ce qu'il fait. Il a appris ça où? Alors, moi, parce que je le connais. On était étudiants ensemble, je le connais, c'est un type orgueilleux. Je dis, je vais le ramasser parce que bon, lui après il a dit, voilà, Obenga me ramasse comme s'il ne me connaissait pas. Tu vois? Et sa femme lui a dit, mais ce n'est plus les singes dans la forêt. On n'est plus des singes dans la forêt. Il dit, il faut les respecter. Ce n'est plus des singes, hein? On les prenait pour des... Ils sont plus singes dans la forêt. Ils sont à Paris, au bord de la Seine, c'est pas au bord du Congo. Donc, alors lui, tu sais, je le connais, il était très superbe, orgueilleux, il critiquait même les profs, il se prenait pour né de la cuisse du sphinx ou quoi. Et je l'ai bien ramassé, mais techniquement, il ne pouvait rien faire. Et depuis, il ne peut plus faire ce qu'il blague. C'est techniquement. Alors maintenant, ils sont défaits. Ils gardent, j'ai vu à Abidjan, on voulait me présenter à leur groupe, à une dame de leur groupe là. Bon. Moi, je ne voulais pas arrêter le gars de Côte d'Ivoire, l'Ivoirien. Je ne voulais pas l'arrêter parce que je dis il va faire une erreur. Bon, c'était trop tard. Il dit, professeur, venez, je vais vous présenter à madame Intel. J'allais l'arrêter, mais c'était trop tard. Je dis, bon alors. Il a dit, bon, madame, je dis, bonjour madame, mes respects. Et quand on a présenté, il dit, monsieur Obenga, il dit, oh, les racistes là. Elle a crié, le raciste là. J'ai dit, mais madame, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste, mais voici le problème. C'est que les problèmes africains, dans la mesure du possible, on les défendra sans aucun compromis, d'aucune sorte. Et si vous appelez ça raciste, fanatisme, c'est votre vocabulaire. Mais je ne pourrai jamais faire un compromis. D'autant plus que vous, les africanistes, hein, vous parlez des choses dont vous ignorez. Dans votre groupe, là, il n'y a aucun égyptologue. Il n'y a aucun paléontologue. Il n'y a rien. Pourquoi vous toujours vous prenez les gens pour dire, mais oui, vous êtes raciste? Je dis, bon,
prenez comme vous voulez. Vous êtes ici venu expliquer les royaumes à Caen, c'est-à-dire les royaumes des Baoulés, là, les royaumes à Caen. Moi, je me préfère lire les livres écrits par les Ivoiriens, il y a des historiens parmi eux, que de lire vos chiffons-là, de trucs-là. Je dis, oui, mais Obengaïm, non seulement il est raciste, mais il est impoli. J'ai dit, mais impoli, c'est moins fort que raciste. Puisque je suis déjà raciste, je peux être impoli. Impoli, c'est moins fort. Puisque, j'ai dit non. Après, j'ai dit, bon, venez, on mange à table, on va décider. J'ai dit, non, je ne... C'est bizarre, hein. Tu vois bien qu'ils ont tort, ils ne sont pas sereins, ils ont tort. Marcus Garvey l'a dit, il ne croit pas qu'un seul blanc puisse écrire l'histoire des Noirs avec quelques sympathies. Même la simple sympathie. Ils ne pourront pas. Mais pourquoi vous lisez le jour, mais il faut faire cette révolution, ne plus acheter leurs bouquins d'histoire sur nous. Parce que c'est nous qui achetons. Les Blancs eux-mêmes n'achètent pas ces livres. Tu as cru que les Blancs ils vont acheter les livres sur Joséphine Baker pour faire quoi? Dans leur bibliothèque, ils achètent autre chose. Ils n'achètent pas vos histoires-là. Sauf quelques africanistes. Mais le gros des Blancs ne vit pas dans cette littérature. C'est quelques gens qui servent de pions. C'est tout. Donc au fond, il faut que les Noirs ne demandent pas à un autre, dis-moi qui était mon ancêtre. Essaie de le trouver toi-même avec tes erreurs. Les Chinois ne demandent pas aux Japonais de dire l'histoire de la Chine. Les Indiens ne demandent pas aux Pakistanais de leur dire leur histoire, encore qu'ils soient en conflit. Les Français ne demandent pas aux Allemands d'écrire des livres d'histoire de la France pour les enseigner à l'école française. Les Allemands ne demandent pas aux savants français d'écrire l'histoire de l'Allemagne. Les Anglais n'attendent pas les savants hollandais ou les savants belges ou les savants français d'écrire la littérature anglaise et de l'enseigner à l'école en Angleterre. Hein? Et pourtant on enseigne ça en France. Et pourtant il y a des professeurs qui ont les doctorats dans la littérature anglaise. Mais ils enseignent en France, ils vont faire des conférences, mais on n'attend pas d'eux l'essentiel en Angleterre. Mais or nous attendons tout, absolument tout des étrangers. Et je te querelle, toi, parce que sur ce que quelqu'un a écrit. Hein? Je te querelle. J'ai dit oui, mais tu as lu Dupont a écrit ceci. Hein? Oui, tu as dit oui, la Vallée aussi a écrit ceci. Et nous querellons à cause de deux écrits par des étrangers sur notre histoire à nous deux. Alors que tu as la même formation exactement, sinon plus. Les gens qui nous combattent, et je vais vous dire une petite chose en plus, faites-moi une parenthèse. Les Africains se sont posé la question, pourquoi est-ce que nos rapports avec l'Occident depuis le 14e, 15e siècle sont toujours teintés par des logiques implacables, de domination, de sauvagerie, tout ça? La réponse a été donnée par un psychanalyste, c'est Franck Fanon, en 1959, à la conférence des écrivains noirs à Rome. Il dit: la culture occidentale est fondamentalement raciste. Totalement et fondamentalement raciste. Vous-même qui avez voyagé en Europe, là, vous n'y trouverez pas les anciennes tribus que nous avons apprises en histoire, les Wisigoths et tout ça. Chez eux, c'est une culture génocidaire. Ceux qui arrivent éliminent tout simplement les autres. Donc, nous ne devons pas l'oublier. Et quand on a posé la question à Cheikh Anta, on dit, mais alors pourquoi est-ce que la culture occidentale est-elle fondamentalement raciste? Il dit, mais l'Occident, l'homme blanc est né dans un berceau humain de frustration, de privation. Très tôt, il a appris à se battre pour manger, se nourrir, se battre. Vous savez, quand l'homme blanc apparaît dans la période vomérienne, il n'y a rien en Europe qu'il n'y a que du froid. C'est une période qui a duré plus ou moins 7000 ans. Donc, ça a façonné un homme fruste qui ne pense qu'à faire la guerre, qui a appris, regardez dans leurs mœurs. Chez eux, la femme ne compte pas. Quand je vois des problèmes ici, la femme ne compte pas en Occident. Les mots féminicides n'existent pas parce que la femme est tuée par son mari comme il voulait. Donc, nous avons une culture totalement différente. Ils sont racistes. Ils ont créé un instrument pour tout ça. C'est le capitalisme dont on parle ici. Comme me montrait mon grand frère un livre, le capitalisme, pulsion de la mort. Pour eux, il faut toujours
avoir pour ne pas manquer. Ils ont connu l'expérience des manques, avec la guerre de 100 ans, ils sont ce qu'ils sont là. C'est à nous maintenant de prendre des dispositions pour dire que ces gens-là, ça suffit. Et pour que ça puisse aller, il nous manque ce qu'on appelle la conscience historique. Nous avons connu trop de perturbations, nous ne connaissons pas notre histoire. C'est l'histoire ici qui donne aux hommes l'éclairage sur l'avenir. C'est la conscience historique qui est la colonne vertébrale de la conscience politique autonome. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand un peuple connaît son histoire, connaît ses réalisations, connaît le cheminement et sa participation dans l'évolution de l'histoire du monde, ces peuples acquièrent la fierté de soi, ces peuples bénéficient, n'est-ce pas, d'un effet moral de dire, voilà, nous avons été dans l'histoire des gens et nous serons encore dans l'histoire des gens. C'est de ce moment-là qu'il y a, de cette conscience historique découle une identité collective, c'est-à-dire un ensemble de valeurs qui réunit un peuple autour de son entité vitale. Et cette identité historique, cette identité collective s'exprime par l'autonomie. Donc je me répète, nous les Congolais, nous avons perdu notre autonomie politique comme conscience parce que nous avons perdu notre histoire. En fait, le problème, c'est de se demander qui êtes-vous pour que vous sachiez qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, il y a là un problème réel qui est celui de la conscience historique. Ce qu'on appelle conscience historique d'un peuple, un peuple qui a la conscience de l'histoire, c'est-à-dire j'ai conscience de mon passé, j'ai conscience du présent, j'ai conscience de l'avenir. C'est ça qu'on appelle la conscience historique dans la condition humaine. Et aujourd'hui, vous parlez bien de la mémoire d'un continent, des choses de ce genre-là. Tout le monde parle de l'Afrique, vous enseignez l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, vous avez des livres, vous avez de ceci. Mais c'est ce jeune Sénégalais qui a donné à l'Afrique la conscience historique. Avant Cheikh Anta Diop, on n'avait pas de conscience historique. C'est son travail qui a donné à l'Afrique, au peuple africain, la conscience historique. Rien que ça. C'est-à-dire que vous avez un passé, quel qu'il soit, glorieux ou pas glorieux, peu importe, vous avez un passé, avant la colonisation, prenez conscience de ce passé-là. Dépassez même ce passé en bâtissant un État fédéral dont il a fondé les bases industrielles, techniques et économiques. Dans un livre qui est l'État fédéral, les fondements de l'État, en 1960, les fondements de l'État fédéral de l'Afrique noire, fondements industriels, techniques, économiques, linguistiques. Voilà. Donc, de l'Antiquité pharaonique, de l'Égypte antique, nègre, jusqu'à nos jours, jusqu'à l'État fédéral africain. Voilà cette conscience. Et en 1948, Cheikh Anta Diop est le seul noir africain. Il est né en quelle année? En 48, il a quel âge? Il parle de la renaissance africaine. Il dit, quand parlera-t-on de la renaissance africaine? En 1948. Et aujourd'hui, nous sommes en 2009, on parle de la renaissance africaine, les Thabo Mbeki en parlent, tout le monde croit qu'il faut renaître, etc., etc. 48. Si on avait suivi Cheikh Anta Diop depuis 48, on aurait fait déjà, pas le FESPAM numéro 3, on serait au FESPAM numéro 40. Et on se serait déjà, la conscience serait beaucoup plus développée. What would you say to the black parent who is satisfied with his or her child learning only European or white history? Non, il faut apprendre l'histoire des autres, mais il faut se connaître d'abord. It's fine to learn the history of others, but you must know your own self first. Sinon, un peuple qui perd la mémoire historique est devenu un peuple fragile
If a people forgets its historical memory or loses its historical memory, it becomes a very fragile people. Il se désagrège. C'est la conscience historique qui nous permet de rester un peuple fort. They regress, and it is that historical memory which permits them to be a strong people.